Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre grand rendez-vous politique hebdomadaire. Vous êtes bien sûr sur votre émission L'Entretien. Depuis 2016, le Bénin évolue au rythme de plusieurs réformes, et ceci dans divers domaines. Et l'une des réformes opérées qui suscite beaucoup de commentaires en République du Bénin, et ceci dans tous les sens, c'est la réforme du système partisan. Une réforme qui a consisté à mettre ensemble plusieurs formations politiques afin de gérer encore mieux cette cité, comme d'ailleurs le dit la définition du concept politique. Et aujourd'hui encore, cette réforme continue de défrayer la chronique, ça continue de susciter beaucoup de commentaires et évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion, mais également et surtout au sein des acteurs politiques. Et au cours de ce numéro de votre émission L'Entretien, nous faisons encore une incursion dans ce monde politique avec bien sûr un acteur politique avéré, quelqu'un d'expérimenté, un universitaire également, professeur Achille Massoubodji. Bonjour. Bonjour, journaliste. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Vous êtes membre fondateur du parti L'Union progressiste. Vous êtes enseignant-chercheur, bien sûr, à l'université. On ne saurait vraiment vous présenter de façon exhaustive, mais on s'en tiendra à là, puisqu'on va parler éminemment politique en ce dimanche sur cette émission. Merci d'être là. Ça me convient très bien, merci aussi de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Plaisir partagé. Professeur, il faut dire le parti l'Union progressiste, auquel vous appartenez aujourd'hui, grâce d'ailleurs à la réforme du système partisan, a organisé du 7 au 8 septembre 2019 une activité dénommée les Journées de l'Union progressiste. Vous étiez d'ailleurs au comité d'organisation, président de ce comité-là. Qu'est-ce que nous pouvons garder de ces journées-là? Quel était d'abord l'objectif? Alors, merci. Effectivement, le week-end dernier, c'est-à-dire les 7 et 8 septembre 2019, oui. l'Union progressiste a organisé la première édition de ces journées. Donc la première édition des Journées de l'Union progressiste. L'objectif était de rassembler les militants pour d'abord qu'ils apprennent à se connaître, et aussi pour approfondir leur perception du militantisme, leur perception de ce que doit être le militant progressiste. Vous savez, l'Union progressiste est née de la fusion de plusieurs partis et mouvements venus d'horizons divers, mais épousant globalement les mêmes objectifs un peu. Cela suppose, pour le bon fonctionnement du parti et son passage en vitesse de croisière, un certain nombre d'ajustements qu'il fallait faire. Et ces journées nous ont permis peut-être de mieux nous connaître. C'était en tout cas un des objectifs. De discuter entre nous, d'insister, d'identifier ce qui nous unissait, ce qui était important. Et à contrario, donc, aussi de remarquer nos petites différences et de voir comment ce genre de choses peut se gommer de façon à ce que, à terme, nous devenions un parti fort, un parti puissant, un parti capable de contribuer efficacement au développement du pays, un parti capable de prendre le pouvoir un jour, un parti capable de l'exercer pour le plus grand bonheur de l'ensemble des populations. C'est un peu à ça que nous nous sommes attelés au cours de ces premières éditions. Ce que je veux dire, c'est que la réforme qui a abouti à une certaine transformation du paysage politique béninois n'a pas réglé tous les problèmes d'un claquement de doigts. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus. Et dans ce processus-là, il y a des efforts à faire, il y a des étapes à franchir. Nous, membres de l'Union progressiste, nous souhaitons, et nous avons souhaité nous retrouver pour enclencher cette démarche-là. Vous savez que nous sommes nés, nous avons été créés le 1er décembre, nous sommes nés le 1er décembre 2018, effectivement. C'est peu pour un parti
Mais c'est aussi beaucoup quand même. Un certain nombre de péripéties se sont passées auxquelles nous avons participé, contribué. Et donc, il était souhaitable que nous en tirions aussi les leçons. Ça fait partie aussi des objectifs de cette journée. Il y a eu beaucoup de communication, je suppose. Quel était le contenu de ces différentes communications? Il y a eu 3 communications principales. Il y a eu une première communication sur le parti, depuis sa création jusqu'à maintenant, comment le parti vit, comment il a participé aux différentes activités politiques depuis, donc notamment les élections, et comment il s'organise, il se structure depuis la base jusqu'au sommet, de façon à être encore plus présent et plus actif et plus déterminant lors des prochaines élections. Donc nous sommes dans cette perspective et nous avons partagé les initiatives qui ont été prises pour structurer le parti donc à la base, lesquelles initiatives devraient nous conduire à notre premier congrès ordinaire bientôt. C'est ça. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu sur la qualité de vos militants, le degré de militantisme qui est le leur aujourd'hui et aussi le type de militant que vous voulez faire d'eux? Alors, la vie du parti a fait l'objet de la première communication. Mais le thème des journées, c'était le militant progressiste. Et donc les 2 autres communications, puisqu'il y en a eu 3 au total, ont été consacrées essentiellement à ce thème. Le premier a fait un tour d'horizon de l'histoire du militantisme dans notre pays. Le deuxième s'est consacré aux militants progressistes à travers ses devoirs et ses droits. Voilà donc les 3 thèmes qui ont fait l'objet de nos études, de nos appréciations, durant ces premières journées qui ont duré 2 jours. À l'arrivée, vous avez l'impression que vos militants ont reçu le message, ils ont pu pénétrer l'esprit même de ces différentes thématiques? Oui. Nous avons le sentiment que nous y sommes arrivés, ne serait-ce qu'en partie. Quels ont été les indicateurs qui vous l'ont prouvé? Le premier des indicateurs, ça a été déjà l'engouement lors des préparatifs du congrès des militants à tous les niveaux, qu'il s'agisse des structures les plus périphériques, qu'il s'agisse des structures centrales du parti, qu'il s'agisse des militants de l'intérieur, etc. Ils ont reçu cette initiative avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est une première chose. Ce qui signifie que ça correspondait à un besoin. Que c'était attendu. C'était attendu. La deuxième chose, ça a été leur assiduité. Pendant les 2 jours, la salle principale du Palais des Gratitudes à Calavi, c'est là que se sont déroulées ces journées, était remplie. La salle était pleine. Les militants ont été assidus à toutes les communications, aux différents panels. Ils étaient disciplinés, ils étaient à l'heure. Et enfin, j'allais dire, un point important, c'est que je vous ai dit qu'ils étaient, on en avait prévu 800, mais un peu plus parce qu'on a dû faire un certain nombre d'ajustements. Je pense on était 1 millier à peu près. Tous ont contribué de leur poche pour l'organisation de cette journée. Tous? À la mesure de leurs moyens, mais tous ont contribué. C'est un peu différent de ce qui se passait, où on venait au meeting, ceci, non pas en y contribuant, mais en espérant plutôt recevoir. Ça prouve que les choses bougent un peu. Les choses bougent et l'Union progressiste s'organise davantage. Avez-vous parlé politique, notamment élection, ce jour-là? Vous avez parlé élection? Oui, nous avons fait le bilan des élections passées. Et nous avons
constaté avec nos militants, nos camarades du parti, que bon, tandis que toute la classe politique était unanime pour reconnaître qu'il y avait nécessité d'un remodelage du paysage politique, de la vie partisane dans notre pays, et que la situation des 200 partis politiques pour un petit pays comme le Bénin n'était pas gérable. Nous avons constaté avec regret que dans la mise en œuvre de cette réforme, il y a eu un certain nombre de difficultés et que malheureusement, un certain nombre de partis n'ont pas participé aux élections, n'ont pas voulu, n'ont pas pu. C'est pas ça le problème. Le plus important, c'est quand même qu'ils n'ont pas participé. Mais il faut que le pays avance et que dans ces conditions-là, il y a probablement des efforts à faire pour que la situation se normalise et que tous y participent. Ceux qui n'ont pas pu participer, vous les comprenez dans leur frustration? Vous comprenez leur amertume, parfois leur grogne? On peut comprendre leur amertume, on peut comprendre leur frustration, comme vous dites, etc. La question n'est pas de s'arrêter aux frustrations, la question est de savoir comment c'est arrivé. Et peut-être que tous, les uns comme les autres, avons une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais c'est évident que pour trouver une solution à cela, il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle. L'absence de dialogue n'a jamais favorisé l'épanouissement de la situation politique dans un pays comme le nôtre. Et donc, toute situation de blocage, de braquage, d'extrémisme me paraît personnellement, et aussi au niveau de l'Union progressiste, à notre point de vue, me paraît être une situation détestable, déplorable. Je crois que les uns et les autres devraient, sur la base de l'existant, commencer à se parler pour qu'on retrouve une situation normale. Je pense que plusieurs fois, il y a eu des tentatives pour que cela se fasse, et plusieurs fois, il y a eu des blocages, il y a eu des... vous savez, pour dialoguer, il faut être deux, hein. Il faut qu'on soit d'accord, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un souci partagé par toute la classe politique, et ça, je le regrette. Tout le monde ne veut pas forcément dialoguer. En tout cas, ne donne pas cette impression. On peut le constater, de toute évidence. C'est ça. À l'issue de ces législatives qu'on a évoquées, législatives d'avril 2019, donc l'Union progressiste s'en est bien sortie avec la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le perchoir de cette mandature, cette législature, est détenu par l'Union progressiste. On a récemment aussi assisté aux élections au niveau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. L'Union progressiste est aussi, on va dire, à la tête de cette institution. Quand je dis l'Union progressiste, c'est que forcément, c'est un ressortissant de ce parti politique. Vous avez fait cette bilan et vous êtes félicité entre vous? La question n'est pas de se féliciter ou de ne pas se féliciter. Vous avez constaté... Donc, vous avez dit, bon, on a combattu le bon combat et bon... Nous avons le sentiment de nous battre pour ce pays. Nous avons le sentiment de vouloir le progrès de ce pays. Nous avons le sentiment de vouloir que tous ces enfants tirent bénéfice de ces progrès et de l'épanouissement de notre pays. Nous avons ce sentiment-là. Cela dit, vous avez évoqué les différentes élections, et les élections législatives et les conséquences en termes d'élection du bureau de l'Assemblée nationale ou de la structure de gestion du COSLEPI. Oui, au niveau de ces structures-là, le jeu politique électoral a eu lieu et bon, conformément d'ailleurs aux dispositions statutaires qui existent et qui disent que c'est ce type, notamment s'agissant du bureau de l'Assemblée nationale, que ce bureau doit refléter le paysage politique dans son résultat des élections. Oui, l'Union progressiste majoritaire à l'Assemblée a eu un de ses ressortissants, dans la personne du
président Vlavonou, Oui. qui a été élu président de l'Assemblée nationale. C'est pour nous une grande joie, un sujet de satisfaction. Mais vous savez, depuis son élection, il est un peu plus il est devenu essentiellement le président de tous les députés. Pas des députés de l'Union progressiste. On peut à ce titre regretter qu'il soit un peu moins neutre, mais qu'il appartienne davantage à la nation, ce qui finalement est une bonne chose. Mais on sait qu'à l'arrivée, il reviendra vous rendre compte d'une manière ou d'une autre pour dire « Les miens, vous m'avez envoyé au charbon, j'ai accompli la mission, voici peut-être le bilan ». Peut-être le fera-t-il. Ou peut-être le fait-il de façon périodique. Pas peut-être. De toute façon, c'est aussi ça, le sens du militantisme. Vous arrivez à dialoguer sur ce qui se passe au niveau de ces institutions, de ces bureaux, avec ceux que vous avez envoyés en mission? Je parle par exemple du président Louis Vlavonou et des autres députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, ou même députés tout court de l'Union progressiste. Nous rencontrons les députés tout le temps. Ils étaient au Congrès, ils ont fait partie du comité d'organisation de ces journées. Et nous avons des réunions au niveau de l'Union. Je ne fais pas partie des organes dirigeants premiers de l'Union progressiste. Je suis un peu en retrait par rapport à cette gouvernance, parce que aussi il faut que les jeunes aussi montent au créneau et se forment, se forgent. Donc je ne participe pas à toutes les instances où ce genre de choses se fait, mais je peux vous dire que l'Union progressiste et ses organes dirigeants sont en phase avec les élus de l'Union progressiste, avec ceux qui sont en mission, et que, à ma connaissance, il n'y a aucun nuage entre... Non, ils font correctement leur travail de mon point de vue, et je sais qu'ils en rendent compte aux organes dirigeants. Et les journées étaient l'occasion d'un brassage entre ces députés, ces élus et l'ensemble des militants. Vous savez, les délégués ont participé aux activités de ces journées pendant 2 jours, mais les responsables de l'Union progressiste aussi, du président, en passant par les vice-présidents, les différents responsables, les ministres, les députés, ont participé pendant 2 jours avec assiduité aussi. Donc, très activement. Très activement, ont discuté. Donc, il y a eu des échanges, les gens se sont mieux connus. Certains des militants venant de l'intérieur, parce que je vous ai dit, tous les 800 délégués viennent de partout du Bénin, de toutes les structures du Bénin, des 77 communes et des 24 circonscriptions électorales. Donc, certains d'entre eux n'avaient jamais vu certains d'entre eux, en tout cas d'autres, certains de ces responsables-là, auparavant. Et ils se sont donc rencontrés, discutés, etc., créant une atmosphère de convivialité autour de ce genre de choses. Et je crois que c'est une bonne chose. Très bien. Donc, ça se passe bien. Très bien. Professeur Achille Massoubadji, on poursuit ces échanges et justement vous êtes très expérimenté. On va profiter de vous parce qu'on n'a pas eu le temps de vous entendre ouvertement depuis quelques mois sur la réforme du système partisan. C'est vrai que c'est une réforme qui est venue il y a de cela quelques mois et on fait déjà l'expérience pour voir un peu ce que ça peut nous apporter en termes d'image d'abord, en termes de qualité de la vie partisane au Bénin. Est-ce que vous, aujourd'hui, à base de ce qui se passe depuis quelques mois, vous êtes de plus en plus convaincu de la pertinence de cette réforme qui a été pensée par le candidat Patrice Talon devenu président de la République? Je crois qu'il faut, à certains moments, se départir de ses intérêts personnels, se départir de ses, j'allais dire, positionnements circonstanciels, parfois opportunistes, pour, quand il s'agit d'un problème sérieux, réfléchir de façon à tête reposée sur un certain nombre de choses. Vous savez, il y a quelques mois, depuis quelques années, à quelques rares exceptions près, l'ensemble de la classe politique béninoise était convaincu que 200 partis politiques ou plus même, c'était trop pour le Bénin. Et qu'en réalité, ces partis n'étaient plus des partis,
mais c'était devenu des clubs électoraux, familiaux, villageois, régional pour les meilleurs, voire régionalistes pour les pires. C'était pas pensable. Donc, je ne sais pas, il y a quelques mois, si on pouvait trouver beaucoup de gens au Bénin qui appréciaient le système tel qu'il était. Certains disaient tout de même fièrement que c'est la vitalité de la démocratie. La vitalité de la démocratie n'a jamais empêché un minimum d'organisation quand même. On a vu les résultats. D'autant plus que ces regroupements se faisaient parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, sur des bases que je qualifierais de malsaines. C'est-à-dire? L'individu, l'appartenance ethnique, l'origine géographique, toute chose qui éloigne d'une vision globale de la nation béninoise. Donc, je pense que sur ce point, presque tout le monde était d'accord. Puis la réforme est intervenue et il y a eu des désaccords sur la manière, peut-être. Certains ont pensé que... Et d'ailleurs, c'est assez significatif de voir qu'il y a un certain nombre de partis qui ont participé au système, qui l'ont accompagné, puis qui, à un moment donné, s'en sont détachés pour des raisons qui leur sont propres. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas pour ambition de juger qui que ce soit dans cette matière. Mais bon, on peut regretter qu'au final, on ne se soit pas entendu sur la nécessité, non pas sur la nécessité de la chose, sur la façon de faire quelque chose qui nous a tous paru nécessaire à un moment donné. Ça s'est fait. Les lois ont été votées à une très grande majorité en général, parfois même à l'unanimité par l'Assemblée nationale de l'époque, qui était constituée des différents partis existants. Et c'est peut-être là qu'on peut se demander si les choses n'étaient pas beaucoup plus détériorées qu'on ne pouvait le penser, parce que avoir voté des lois et se rendre et s'interroger après sur leur sens, c'est quand même difficile. Mais on a connu ça dans ce pays. On a connu des gens qui ont... Bon, enfin, c'est pas ça le plus important. Donc, pour moi, il était utile que l'on procède à une réforme. Celle qui est faite est celle qui a légalement cours dans notre pays aujourd'hui. On a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec celle-là. On peut donc se donner aussi le droit d'utiliser les voies et moyens que nous donne la loi pour l'améliorer, le modifier. Cette réforme ne me paraît pas figée dans le marbre. Elle me paraissait indispensable qu'elle soit susceptible d'amélioration. Je peux le concevoir. Mais il fallait le faire. Écoutez, moi, je suis rentré dans ce pays en 1982. À l'époque, on n'avait qu'un parti unique. Je souhaitais qu'il y ait une possibilité d'expression du pluralisme des opinions. Donc je souhaitais que ce système-là se modifie. Mais je n'ai jamais souhaité 200 partis politiques pour mon pays. De toute évidence, je ne vois pas à quoi on peut aboutir dans ces conditions-là. C'est vrai que déjà en 2019, courant février, déjà lorsque le ministère de l'Intérieur demandait aux gens de venir déposer leur dossier, avant même février déjà, lorsque le ministère de l'Intérieur, juste après le vote de la charte des partis politiques, a demandé aux partis politiques qui se sentent capables de se conformer à la nouvelle loi, de venir se conformer, on a vu une dizaine de dossiers sur 200
plus de 200 partis politiques, déjà 10 formations politiques ont manifesté le désir de devenir officiellement parti politique dans cette nouvelle ère politique. En quoi ça nous a fait avancer d'avoir déjà obtenu ce chiffre-là? En fait, on avait une dizaine de dossiers qui ne correspondent pas à 10 partis politiques, mais qui correspondent à la décision prise par plusieurs partis politiques, plusieurs partis politiques, je dis dans l'ancien système, qui ont décidé de se mettre ensemble pour constituer un parti politique. Donc on a réduit un peu le nombre, et c'était une bonne chose. Parce que ça donne de la lisibilité pour le citoyen lambda. Comment on choisit entre 200 partis politiques? Il faut se poser la question. Comment on organise les élections pour autant de partis? Bon, on a vu des bulletins avec des dizaines de candidats, de partis, et il fallait en choisir un. Vous savez, c'est peut-être simple pour vous et moi qui avons l'habitude au quotidien de ce genre de choses. Mais pour mon cousin qui est au village paysan, le choix est quoi? Deuxièmement, il y avait beaucoup de partis politiques à l'époque. En dehors de leurs leaders, on pouvait difficilement identifier ce qui les différenciait les uns des autres. Plusieurs de ces partis n'avaient pas de projet de société et n'avaient pour seul objectif que la promotion d'un individu. Et ça, la démocratie, la vie politique démocratique? Je crois que non. Quand on se veut acteur d'un système politique de son pays, on se doit de contribuer à sa simplification et à son accessibilité à tous. Et je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Je pense que la réforme qui se fait actuellement, dont je précise que pour moi, en tout cas pour nous au parti, à l'Union progressiste, il est perfectible. Il reste ouvert à amélioration. Cette réforme-là me paraît être beaucoup plus efficace, d'une meilleure lisibilité pour l'électeur lambda. Ça vient soigner l'image aussi du politique, de l'homme politique lui-même. Laquelle image s'était beaucoup dégradée par le comportement d'un certain nombre d'hommes politiques. Vous savez, et c'est une des leçons que nous avons tirées de l'étude du deuxième thème sur le militantisme au Bénin. Le militantisme s'est beaucoup dégradé. Et les motivations des militants ont beaucoup évolué avec le temps. Nous y reviendrons peut-être. Mais vers la fin, ces dernières années, avant la réforme, je ne sais pas si nos partis avaient vraiment des militants ou s'ils avaient des spectateurs. Vous savez, les hommes politiques qui ont initié la chose en ont d'ailleurs été victimes. Beaucoup d'hommes politiques en sont arrivés à confondre la foule et les militants. Et on en a vu dans ce pays s'étonner qu'après des meetings géants, après des meetings ayant mobilisé énormément de personnes, des milliers de personnes, qu'au lendemain de ces meetings-là, les élections leur donnent très peu de voix. Oui, ils ont confondu les militants et les spectateurs. On savait remplir les salles. Pas forcément de militants,
Ah bon? Ah non. La preuve, c'est qu'on a des grands meetings, Oui. le lendemain, on fait des élections, il y a peu de résultats. Ça signifie quoi? Mais l'argent a pris beaucoup de place dans la vie politique et c'était devenu malsain, de toute évidence. Je ne sais pas si on peut, si dans la rue, vous pouvez rencontrer des Béninois qui vont vous dire que ces dernières années, l'argent n'était pas devenu le premier facteur de stimulation en matière politique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'était aussi les hommes politiques qui l'entretenaient, hein, qui faisaient cela. C'est évident que peut-être pas tous. Ça semblait leur profiter. Oui, ça semblait peut-être leur profiter, mais est-ce que ça profitait au pays? Est-ce que ça profitait à la démocratie? C'est quoi une démocratie où l'on vote pour 5 000 francs, où l'on vote X pour 10 000 francs, pour 1 000 francs, etc. C'est ça la démocratie? C'est ça le militant de parti? C'est ça le citoyen de demain? C'est ceux-là qui vont construire le pays? C'est ceux-là qui vont bâtir l'avenir? Évidemment non. Donc je crois qu'il fallait que ces choses cessent. Je ne dis pas qu'elles ont complètement cessé. Elles ne cesseront pas du jour au lendemain. Mais il faut se battre pour que cela arrive. Il faut faire en sorte, si l'on croit à l'avenir de ce pays, il faut faire en sorte qu'il en soit autrement. Il faut faire en sorte que on ait des citoyens qui, en allant voter, se disent c'est pas pour X, c'est pas pour Y, c'est pour le pays. Je mets ce bulletin dans l'urne parce que je pense que ce bulletin correspond à une ligne politique que je partage, à une vision du Bénin de demain que je partage, à un projet de société que j'épouse. Et à ce moment-là, oui. Mais on ne peut pas continuer à faire autrement. En tout cas, moi, je ne me retrouvais pas dans le système tel qu'il était. Et je ne me retrouverai que dans un système qui aura réussi à changer ces choses-là. Mais parfois, lorsqu'on réfléchit sur ces différentes préoccupations, on se demande d'où est-ce qu'on est parti pour en arriver là. C'est vrai qu'on a semblé prendre conscience, ou on a pris conscience de ce que ce tableau que vous venez de peindre détériore même l'image du pays, sur le plan politique tout au moins. Mais d'où est-ce qu'on est parti? Comment est-ce que le militantisme a évolué dans ce pays? On va même dire, dès sa genèse, peut-être, quand on dit genèse, c'est du point de vue des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a milité dans nos formations politiques pour en arriver à un tel scénario? La transition est très bonne parce qu'elle me permet de vous faire remarquer que la deuxième communication, le deuxième thème de notre journée, pas le thème, la deuxième communication que nous avons eue, c'était le militantisme au Bénin. Depuis l'indépendance, même peut-être avant, à ce jour. Oui, quand on parcourt l'histoire du militantisme dans ce pays, on peut faire remonter l'origine du militantisme à même avant la colonisation. Ah bon? Quand le colon est arrivé, Oui. et qu'ils ont voulu conquérir ce pays, Oui. il y a eu des hommes qui se sont dressés, qui ont dit non, ce pays est le nôtre, nous ne voulons pas vous le donner, et nous ne voulons pas vous laisser le prendre. Ils se sont battus. Le Béanzin, le Biogaïra, tout ça. Ils ont milité pour une cause. Leur pays, leur terre. Ils se sont battus pour cette terre-là. C'est une forme de militantisme, ça. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait. L'histoire étant ce qu'elle est, Oui. ils ont perdu. Et
nos pays ont été colonisés. Mais du temps colonial, qu'est-ce qui se passait? Le temps colonial était l'époque des exactions, l'époque des privations de liberté, l'époque des travaux forcés, l'époque des sujets qui n'avaient aucun droit. Et des hommes se sont levés dans ce pays comme dans d'autres pour revendiquer des droits. Voir les mêmes droits. Ces choses-là ne sont pas arrivées par ailleurs, par hasard. Parce que on cherchait quelque chose. On voulait quelque chose. On voulait devenir plus libre. On voulait un peu plus de justice. Et toute l'histoire politique de la période coloniale, caractérisée par des mouvements plus ou moins spontanés de paysans qui se sont rébellés contre un commandant de cercle méchant, oui, qui les persécutait, des journalistes, vos ancêtres. Vous savez, ces gens-là, il n'y avait pas de machine à renéotyper à l'époque. Hein. Évidemment, c'est vrai. Ils rédigeaient à la main plusieurs copies de leurs écrits et comme ça passait sous le manteau. C'est comme ça que des gens ont milité. Puis après, il y a eu des partis politiques. Les événements mondiaux jouant aussi. Vent de liberté soufflant. Les idées se développant, de liberté, de justice, d'égalité se développant. On a connu donc des militants dans ce pays. Puis il y a eu les partis ancestraux, j'allais dire. Les plus connus étant l'UDD, le PRD, le RDD, je crois. Le PST. Non, ça c'est après ça. C'était déjà à l'occasion de la conférence nationale. Oui. Non, avant. Avant, bien sûr. Avant ça. Et ces partis-là qui se sont battus pour l'indépendance. Puis on a obtenu l'indépendance. Oui. Il y avait un objectif. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient l'indépendance. Ils voulaient être libres. Ils voulaient l'autodétermination. Ils voulaient décider par eux-mêmes de leur avenir. Et puis, à l'indépendance, nous sommes devenus indépendants et peut-être qu'à partir de ce moment, les cartes ont commencé à se brouiller un peu parce que, avec l'aide de l'étranger aussi, ont émergé des tendances régionalistes un peu. Et la vie politique s'est organisée autour de personnes qu'on a identifiées à des terroirs. Et là, il y avait un risque de division pour notre pays, d'autant plus que, à l'époque, on peut dire que globalement, on savait s'unir à quelqu'un d'autre, s'associer à quelqu'un d'autre pour en éliminer un autre, un troisième. Mais il y a eu peu d'exemples de gens qui se sont mis ensemble pour construire quelque chose ensemble. On savait détruire, on ne savait pas encore. Mais pourquoi? C'était des questions d'intérêt personnel? Absolument. C'était des questions d'intérêt personnel, c'était une trop grande personnalisation peut-être du militantisme politique et une trop importante identification du parti à l'individu et donc à son groupe ethnique. Ces tendances ont existé ici, ont été entretenues. À l'époque, j'étais un jeune étudiant, un jeune élève. Le mouvement étudiant a même été frappé par ce genre de choses. C'est à cette époque-là que sont nées des scissions au sein de l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey.
le FACET, nous avons connu différents mouvements politiques, etc., qui sont nés comme ça. Ça a abouti au plan politique à une très grande instabilité politique. On avait des gouvernements qui duraient à peine un mois, oui. Certains 72 heures, etc. Et fatigué, le peuple a accueilli avec acclamation, avec enthousiasme, le coup d'État des jeunes cadres qui a fini, militaire des jeunes cadres, un de plus, qui a fini par donner le régime du révolutionnaire du PRPB. Et en réaction à cette situation, de groupuscules politiques plus régionaux que nationaux, on a pris la décision de supprimer les partis politiques et de n'en créer qu'un seul pour l'ensemble du Dahomey, devenu Bénin par la suite. C'était d'abord pour régler les problèmes de désunion, oui. D'intérêt personnel, oui. D'égoïsme, oui. De régionalisme aussi. De régionalisme, d'instabilité, c'était tout ça. Mais c'était une décision drastique. Tout à fait. Et peut-être aussi du régionalisme, le régionalisme c'était pas ça. Il y avait le risque qu'une partie du pays se dresse contre l'autre. Et pour gommer tout ça, ils ont pris cette mesure drastique-là. On a créé donc un parti unique, c'était le PRPB. Ça réglait beaucoup de problèmes, sauf que cette démarche a escamoté quelque chose d'important, c'est le libre arbitre, l'adhésion volontaire. L'adhésion à cette époque n'était pas volontaire, tout le monde. Mais il faut reconnaître que ce n'était pas la première fois que dans notre pays, on avait un parti unique. Ah bon, avant le PRPB, il y en avait? Avant le PRPB, il y en avait eu des partis uniques. C'était la tendance sur toute l'Afrique d'ailleurs, à un moment donné, toute l'Afrique francophone, en tout cas, avait des partis uniques facilement. Oui. Et puis, bon, le PRPB a évolué, a connu ses contradictions internes, ses divisions, etc. La situation s'est détériorée, le peuple a commencé à réagir. Au sein des acteurs politiques qui faisaient partie de ce parti unique, il n'y avait pas forcément l'amour. Ce n'était pas forcément un climat de lune de miel entre tous les acteurs du PRPB. Oui, ce n'était pas forcément le grand amour. C'était pas forcément le grand amour. Mais c'est vrai que... Mais les divergences étaient au sein du PRPB, mais aussi entre le PRPB et ceux qui n'y adhéraient pas. Parce que tout le monde n'a pas adhéré au PRPB. Il y a des gens qui y ont adhéré, d'autres qui n'ont pas adhéré au PRPB. Et donc ceux qui n'y adhéraient pas ont combattu cette tendance-là en disant cette façon de faire, de créer l'unité n'est pas la meilleure. Donc il y avait des lignes politiques au sein du PRPB probablement. En tout cas, l'expérience révolutionnaire a, dans une certaine mesure, échoué. Nous en étions à une situation difficile au plan économique, au plan politique. Il y avait le risque de guerre civile, c'est vrai. Et puis bon, les uns et les autres, le génie des uns et des autres, le génie béninois, disons, appelons-le comme ça, oui, a fini par accoucher de la conférence nationale. En 90. Oui. Mais avant ça, est-ce que le PRPB, l'animation ou le militantisme à l'époque, est-ce que ça s'est étiolé après parce qu'on n'avait pas effectivement donné la possibilité à tout le monde d'adhérer ou non? Est-ce que c'est juste ce qui a essoufflé le parti, le PRPB? Je crois que, bon, les politologues parleront mieux de ça que moi, oui, probablement, mais je crois que ce qui a essoufflé le parti, c'est le fait que dans son fonctionnement,
il a peut-être pas été suffisamment démocratique et que dans les décisions prises, dans les orientations prônées, de moins en moins de gens se retrouvaient. Et donc il y a une désaffection. C'est évident que il ne faut pas seulement voir la fin. Quand ça se créait, cela correspondait à un besoin. Quand ça s'est fait, un certain nombre de gens étaient enthousiastes. Et puis il y avait des militants. C'est évident. Il en a peut-être eu de moins en moins, parce qu'un certain nombre de contradictions internes n'ont pas été réglées au sein du parti. Son fonctionnement, etc. Ça a pu jouer. Mais sa naissance, son avènement à l'occasion donc du coup d'État, est-ce que ça, au moins, sur le principe de l'unité, est-ce que ça venait vraiment régler le problème de l'instabilité qui a précédé son arrivée? Est-ce que l'initiative de pouvoir regrouper tout le monde, c'était salutaire et que peut-être l'absence du libre arbitre a été le mauvais côté? Moi, j'étais jeune étudiant lorsqu'il y a eu ce coup d'État. Mon sentiment personnel, mais le sentiment aussi c'était que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'était bien mieux que ce qui se faisait à l'époque. Il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. Mais dans sa conception, il y avait peut-être des difficultés, ce qui a valu à l'époque un mot d'ordre qui a été celui de l'Union générale des élèves et étudiants et Dahomey, qui était le soutien tactique et la démarcation stratégique. Oui, la situation antérieure était pire, celle-ci est meilleure, celle-ci est meilleure, mais peut-être que ce n'était pas ça la stratégie. C'était un peu ce qu'on voulait exprimer à l'époque. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, je crois que le peuple a reçu avec enthousiasme cette démarche-là. Cette instabilité devenait impossible à vivre. C'est clair qu'il y a eu une adhésion populaire. Donc c'était, si on veut faire un parallélisme avec le président, c'était une forme de réforme du système partisan. Oui, c'était une réforme du système partisan, une réforme autoritaire, oui. Peut-être. Oui, martiale peut-être. Peut-être, mais enfin, une réforme. Une réforme qui a représenté une amélioration à ce qui existait auparavant. Et peut-être pas mal aussi à l'époque, vu le contexte sous-régional, continental aussi, peut-être. Peut-être. On peut faire si on fait une étude historique sur le long terme, peut-être que ça représentait un pas de plus, un pas positif. Mais ce n'était pas l'idéal, c'est évident que ce n'était pas l'idéal. Mais la partie la plus intéressante, à mon point de vue, c'est ce qui s'est passé après la conférence nationale. Évidemment. À la conférence nationale, en réaction contre le parti unique imposé à tout l'ensemble du peuple, donc le PRPB, on a réagi et la réaction a été le multipartisme intégral. Oui. Et je pense que là, on a vu les premiers partis qui sont nés. Il y a des partis qui ont, à la suite de ce qu'a pu faire le PRPB, on a vu des partis qui ont dépassé, qui ne se sont pas arc-boutés sur la région, sur un individu, etc., qui ont prôné des valeurs, des projets de société, des partis qui se voulaient, qui avaient une idéologie, qui était basée sur. Et puis très vite, ces partis se sont essoufflés devant ce qu'on ne peut qu'appeler l'agression de l'argent. C'est quand même à cette époque-là que l'achat des consciences a été généralisé. On a dit à un moment donné que faire campagne à l'américaine, je toujours demandé ce que ça signifiait.
En tout cas, ce qui se voyait à l'époque, c'était qu'on distribuait beaucoup d'argent. On distribuait Tout beaucoup le monde d'argent. voyait. Ouais, tout le monde voyait. Et on a vu à quoi ça aboutit. Ça n'a pas contribué à fidéliser les individus. Parce que vous avez donné 100 francs. Si le voisin vient donner 200 francs, pourquoi pas? Puisque c'est sur la base de l'argent. Ce n'est pas sur la base de l'idéal politique. Ce n'est pas sur la base d'un projet partagé. Ce n'est pas sur la base de la volonté d'aller de l'avant ensemble. C'est la volonté, vous avez donné un peu d'argent, je vote pour vous, et puis c'est fini. Donc on n'avait plus de parti. Et ça s'est accentué jusqu'à ce qu'on connaisse ce qu'on a connu, et je crois que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça qui est regrettable. Donc c'est l'argent qui a véritablement disloqué, alors, on va dire, peut-être le monde partisan béninois. Oui. L'argent est venu remplacer l'idéal politique, est venu remplacer l'idéologie politique, est venu remplacer le projet de société. C'est ça qu'il faut réinstaurer. C'est ça qu'il faut réinstaurer. Ce qu'il faut, ce que nous souhaitons, en tout cas nous à l'Union progressiste, c'est qu'au-delà des individus, nous partagions une vision commune du Bénin de demain. Que nous partagions une façon d'être béninois pour le progrès de tous. Ça, c'est un idéal. On peut se battre pour cela. Et ça ne dépend pas de l'individu. Je ne dis pas qu'il faut négliger l'individu. Mais je dis que si le Bénin, si la société, si la collectivité avance, nous avancerons avec chacun d'entre eux. Oui, professeur Massoubouadji, en 1990, à l'occasion de la clôture de la conférence nationale, le rapporteur général, professeur Albert Tevoidjire, disait « Nous avons décidé que l'argent ne soit plus notre maître ». Ça a été dit, clamé devant l'opinion nationale et internationale. Mais parfois, lorsqu'on voit un peu ce qui a suivi avec l'invasion de l'argent dans le monde politique, on se dit, mais bon Dieu, d'où est-ce que cela est venu, fondamentalement? Vous avez parlé du professeur. Oui. Si vous parcourez sa vie, vous vous rendez compte qu'il a toujours été un militant. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut être d'accord, ça c'est pas le problème, mais ça a été militant. Beaucoup d'acteurs politiques béninois qui sont devenus aujourd'hui de grands acteurs politiques n'ont aucun passé militant. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ça le problème. Je pense que le professeur Albert Tevoidjire savait ce qu'il voulait, avait une ambition pour ce pays. Je n'ai jamais été de son parti, je peux en parler. Oui. Je n'ai jamais été NCC, je n'ai jamais été ensemble. Mais lui, comme d'autres, avait un passé militant. Et ça a joué. Un certain nombre d'autres acteurs qui n'avaient aucun passé militant et donc ne savaient pas sur quoi regrouper les gens autour d'eux, ont utilisé de l'argent et on en est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que c'était les pouvoirs publics qui étaient au sommet de l'État, puisque c'était eux qui géraient l'argent public? Était-ce eux? Je pense que ce n'est pas une question de pouvoir. C'est des individus. C'est des personnes qui portent ces responsabilités-là. Ils étaient au pouvoir, ils n'étaient peut-être pas au pouvoir. Il y en avait au pouvoir, il y en avait qui n'étaient pas au pouvoir. Mais la vraie césure, la vraie démarcation entre les gens, c'était leur militantisme. On est entré en politique, profitant d'un certain nombre d'opportunités. Pourquoi certains sont entrés? Parce qu'ils voyaient le Bénin d'une certaine façon. D'autres sont entrés en politique parce qu'eux se voyaient d'une certaine façon dans le Bénin.
Et ça a altéré le militantisme politique? En tout cas, ils n'ont pas demandé à leurs partisans d'être des militants. Ils les ont achetés. Il n'y a pas de militants. La chose telle qu'elle s'est passée pour moi. Voilà un peu comment je vois la chose. Et parfois, on voit peut-être des pseudo-militants qui appartenaient à plusieurs formations politiques à la fois. Et bien sûr. Le communicateur de du panel, enfin du deuxième point, Oui, à l'occasion des journées de l'Union progressiste, a rapporté une expérience qui est arrivée dans ce pays où un leader politique faisant sa campagne est arrivé à un carrefour et a trouvé un groupe de tam-tam qui l'attendait. Il dit, mais c'est pas plus loin que j'ai rendez-vous. Non, 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 c'est bien avec nous que vous avez rendez-vous, etc. Le tam-tam, etc. Puis d'ailleurs, c'est avec vous que vous avez rendez-vous. La preuve d'ailleurs, voici votre logo. Et puis quelqu'un lui a dit, ah non, non, c'est pas ça, l'autre. Il a changé. Donc vous voyez bien que c'est ça. Ça, c'est pas des militants. On avait des acclameurs professionnels qui se promenaient avec le logo ou les cartes de différents partis. C'est ça qu'il faut changer. Alors, si on change pas ça, on ne peut pas espérer changer le système politique. Améliorer le système politique, non. C'est pour ça que l'objectif de nos journées, c'était le militant progressiste. Et lorsque nous avons parcouru l'ensemble de l'histoire du militantisme, oui, nous nous sommes après appesantis sur les devoirs et les droits du militant progressiste. Les devoirs d'abord. oui. Qu'est-ce qu'un militant progressiste? Et nous sommes arrivés à partager le sentiment que ce qui doit faire la spécificité du militant progressiste, c'est son sens aigu de ses responsabilités vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son parti. Pour nous, c'est de ça que nous avons parlé en tout cas, le type de militant nouveau que nous voulons doit se sentir responsable. Responsable vis-à-vis de son parti. Ce n'est pas parce que le voisin vient donner 500 francs ou 10 000 ou 1 million ou 10 millions que je change de... J'ai des responsabilités vis-à-vis de mon parti. Où que je sois. Ces militants, ce sont bien des Béninois. Ce sont des Béninois. Qui sont habitués à l'ancienne pratique. Ils sont habitués à l'ancienne pratique. Celle qui consiste à recevoir de l'argent d'un homme politique qui parfois même le fait chanter. Oui, mais je vous ai dit qu'à ces journées sont venus des militants qui ont cotisé pour l'organisation des journées. C'est des Béninois aussi. Il n'y a pas que les autres types de militants. Et je crois que tout Béninois, les Béninois qui ont profité de ça, n'étaient pas forcément mauvais. Ils ont profité d'une opportunité. Il a bien fallu que quelqu'un leur offre de l'argent pour qu'ils le prennent. C'est facile de dire le militant à la base, il est ceci, il est cela, etc. La responsabilité de l'homme politique aussi qui offre, qui corrompt. Attendez là. Dans la corruption, il y a peut-être un corrompu, mais il y a aussi le corrupteur. Évidemment. Et donc, le véritable problème, il est là. Moi, je crois que non, il ne faut pas désespérer de ce pays. C'est les mêmes Béninois qui ont cotisé pour venir à cette journée. Donc, pour nous, militant progressiste, c'est celui-là qui, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de son parti, auquel il adhère parce qu'il croit en son projet,
est persuadé que lui, à son niveau, a aussi la responsabilité de construire son pays. Mais l'Union progressiste a des milliers de militants. Oui, Ceux qui nous étaient sommes... aux journées, ce n'était peut-être qu'une partie de vos militants. C'était sur la base de sélection parce que, j'imagine, la salle ne pouvait pas contenir tout le monde. Bien sûr. On a vu le 1er décembre, le congrès constitutif qui a consacré la naissance de ce parti politique. Le palais des sports, du coup, nous, était archi plein. Donc, il y a encore des militants qui sont à la maison, qui n'ont pas écouté de vive voix ce que vous avez dit. Ceux-là, vous êtes rassurés qu'ils seront les militants que vous voulez? À la création de l'Union progressiste, il y avait 75 000 membres fondateurs qui ont signé, qui ont payé, qui ont obtenu leur carte et qui sont. Donc effectivement, il y a des milliers, vous avez raison de le dire. Mais c'est évident que, à l'occasion de ces journées, on ne peut pas regrouper 75 000, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est pas ça. Nous nous sommes préoccupés de savoir comment on fait pour que les autres aussi soient informés. C'est pour ça que nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des délégués qui ont été sélectionnés dans les 77 communes sur la base de critères tout à fait clairs. On a pris des artisans. La délégation de chaque commune devait comporter un artisan, un étudiant, une femme, un jeune, un cadre, puis des élus locaux, des élus nationaux. C'est tout ça qu'on a mis ensemble pour constituer les 800 à 1000 personnes qui ont participé aux journées. Mais après ces journées, ces militants ont reçu mission et nous avons l'ambition d'organiser au niveau départemental et peut-être au niveau communal aussi ce type de formation, ce type de rencontre pour porter, j'allais dire, la nouvelle aux structures les plus périphériques. C'est ça ce que nous voulons faire. C'est un travail de longue haleine qui va nécessiter beaucoup de moyens. C'est un travail de longue haleine, c'est sûr. Qui va nécessiter des moyens, c'est vrai. Mais les moyens, vous savez, on saura les trouver et de la façon la plus propre possible. Ah bon? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que les militants ont contribué. Vous pensez qu'ils ne contribueront pas? Que ça va s'arrêter du jour au lendemain? Nous ne voulons pas des acclameurs, nous voulons des militants qui ont envie de quelque chose, qui ont envie d'une société meilleure. Une des valeurs fondamentales que nous partageons au niveau de l'Union progressiste, des valeurs fondatrices du progressisme, c'est la solidarité. Vous savez, le progressisme est né de la réflexion d'un certain nombre de gens qui ont dit l'humanité fait au plan scientifique des progrès. Ces progrès n'en seront véritablement que si ils profitent à tous. Si vous avez des améliorations techniques qui ne profitent qu'à un groupe d'individus pour asseoir sa suprématie sur le reste et les exploiter davantage, en quoi c'est un progrès pour l'humanité? Mais si vous avez un progrès scientifique, technique, qui permet à l'ensemble du groupe de mieux vivre, de mieux travailler, qui entraîne la promotion de l'ensemble du groupe, vous qui êtes composant du groupe, vous êtes aussi promu. Voilà l'idée. Nous nous sommes dit, nous avons discuté, abouti à la logique que le militant progressiste doit regarder autour de lui. Il doit être attentif à ce qui se passe autour de lui.
Quel que soit son rang social. Quel que soit son rang social, il n'a pas le droit de laisser quelqu'un au bord de la route. Et il ne faut pas croire que les plus solidaires sont forcément les plus nantis. Regardez autour de vous, regardez dans nos villages. La solidarité est partie intégrante de la vie de beaucoup de gens. Et ce n'est pas forcément les plus riches qui sont les plus solidaires. Parfois même c'est le contraire. Donc, c'est ce type de militant que nous voulons former. Il est attentif à ce qui se passe autour de lui. Il se bat pour que, ensemble, nous avancions. Pour que ce pays devienne plus prospère pour tout le monde. Il ne peut donc pas accepter qu'un certain nombre, qu'une minorité s'accapare l'essentiel des fruits de l'effort de tous, laissant les autres sur le quai. C'est ça qu'on ne veut pas. Oui, mais encore faut-il que cela dure dans le temps. Parce que l'Union progressiste, c'est vrai, ce parti politique est né de la réforme du système partisan, une réforme qui a été voulue et mise en œuvre par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Certains trouvent même que le parti, l'Union progressiste, ne se limite qu'au mandat du président Patrice Talon, même si Patrice Talon quitte le pouvoir et que quelqu'un d'autre vient. L'idéal, c'est que ce que vous dites là, que ça continue et que, quelles que soient les échéances, les enjeux, que les militants restent peut-être dans l'éthique, tel que vous le dites. Alors, c'est vrai que l'initiateur de la réforme du système partisan a été le président Talon qui a dit, au cours de sa campagne, je veux changer ça. Oui. Et pour lequel les Béninois ont voté. Donc, ils vont voter pour ce changement. Il ne faut pas se leurrer. Mais dans tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui est lié à la personne du président Talon? Le fait de vouloir que ce pays avance ensemble, c'est lié à sa personne? Qu'est-ce qui, dans ce que je viens de vous dire, au niveau des valeurs fondatrices de notre parti, au niveau du projet de société, de notre idéal, de ce que nous voulons pour le Bénin de demain, qu'est-ce qui est lié à la personne du président Patrice Talon au point que lui, sa disparition du champ politique antenne les fondements du parti? Rien que je sache. Donc, penser que parce que la réforme du système partisan a été initiée par le président Patrice Talon, c'est une réforme qui va disparaître avec lui, relève d'un raisonnement que je ne comprends pas très bien. Donc ce n'est pas juste. Pour moi, je n'ai jamais envisagé cela. Alors, vous avez dit tout à l'heure, pourvu que cela dure. Mais nous, on a créé le parti, l'Union progressiste, pour durer. Pour durer longtemps. Nous espérons qu'après nous, d'autres porteront le flambeau. Parmi les types de participants que je vous ai cités tout à l'heure, j'ai parlé des jeunes, Oui. j'ai parlé des élèves et des étudiants. C'est l'avenir, ça. Nous sommes au parti à l'Union progressiste. Il y a énormément de personnes de différents âges. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, etc. Je vous ai dit que nous voulons un militant responsable. Pour nous, la responsabilité du jeune, c'est de se former. La responsabilité des plus anciens, c'est de les former, de leur donner la main. C'est ce que nous essayons de faire. Il a été dit au cours de nos journées que nous allons, d'ici quelques temps, concrétiser notre souhait de créer une école du parti pour enseigner les valeurs du parti. C'est pas... ce que nous faisons n'est pas lié à nos personnes.
parce que le Bénin n'est pas lié à nos personnes. Le Bénin continuera d'exister après nous. Donc nous voulons faire œuvre pour plus tard, pour l'avenir. Donc en réalité, vous regardez vraiment dans la même direction. Il n'y a pas de guerre de leadership au sein du parti politique fait afin, peut-être au risque de le faire imploser. Alors, dans tout parti politique, dans tout groupe, il y a des compétitions. Oui. Utilisons ce mot-là. D'accord. Qui peuvent s'exacerber au point de devenir des guerres de leadership. C'est possible. C'est d'autant plus plausible que nous venons d'horizons divers et que nous sommes ensemble depuis pas très longtemps. Et je vous ai dit qu'un des objectifs de cette journée, c'est d'apprendre à travailler ensemble, à mieux nous connaître, à mieux identifier ce qui nous unit, ce qui nous lie, et apprendre à gérer ces conflits-là. Ça se fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas... On n'a pas créé quelque chose de surréaliste, c'est pas... Nous sommes des hommes. Il peut y avoir des ambitions, mais ça se gère, c'est une ambition. Dès lors que les règles de fonctionnement sont établies et sont claires. Et que chacun respecte les règles. Eh oui. Parce qu'au sein de l'Union progressiste, il y a beaucoup d'acteurs politiques très expérimentés. Oui. Bruno Amoussou, Oui. Mathurin Nago, Oui. Abraham Zizindohoué, des gens qui ont vécu la vie partisane pendant des décennies. Parfois, on se demande, mais est-ce que leur expérience, parfois, étant donné que chacun, en fonction de lui, son histoire, chacun en fonction de ses expériences, est-ce que parfois les discours ne sont pas divergents au point de les conduire, on va dire, vers une mésentente peut-être dangereuse pour le parti, parfois? Qu'est-ce que vous observez? Vous les citez, Bruno Amoussou, Mathurin Nago, Abraham Zizindohoué, vous avez oublié certainement Idi Kolaolé, Oui, voilà. qui sont des hommes Beaucoup d'autres politiques, cadres. Hein. des hommes politiques expérimentés. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté aux dernières élections? Ont-ils été candidats? Ils pouvaient continuer à l'être. Ils se sont volontairement effacés pour la promotion de plus d'autres. Peut-être à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur? Qui vous a dit que c'est à contre-cœur? Peut-être. Pourquoi? Ça rentre. Personne ne les a contraints que je sache à quoi que ce soit. Certains d'entre eux ont commencé à le dire depuis plusieurs années, avant la réforme du système partisan. Vous comprenez? Donc, qu'il y ait des personnalités fortes, ayant une grande expérience politique, c'est vrai. Lorsque l'objectif, l'idéal n'est pas suffisamment partagé, ça peut devenir un handicap. Mais lorsque l'objectif est clair, partagé, lorsque l'idéal, lorsque le projet est partagé et commun, ce n'est plus un handicap, c'est une force. Et c'est le cas actuellement? Mais c'est le cas actuellement. Mais vous avez parlé de la formation des jeunes. Parce que ces différentes expériences se mettent ensemble pour faire avancer. Vous avez parlé de la formation des jeunes, qui tient beaucoup à cœur au cadre de l'Union progressiste, notamment, on va dire, les anciens. Je vais revenir sur ça. Oui. Je crois que c'est important. Laissez-moi juste préciser une chose. Très bien. J'ai une question très claire pour vous hein, dans ce sens. Ce n'est pas parce que, pour servir son pays, pour lui être utile, on n'a pas forcément besoin d'être président de la République, député, ministre ou pas. Et l'engagement politique ne peut pas avoir ça comme objectif. Si l'engagement politique avait pour objectif ce genre de... Ah oui, évidemment, ça n'irait pas. Oui. L'engagement politique, c'est autre chose.
M'avez-vous jamais vu député, ministre ou quoi que ce soit? Je reste. Vous n'avez pas envie de l'être? Parce que ça me rendrait plus militant? Parce que ça me rendrait plus béninois, plus utile au Bénin? Non, pas forcément. Quand on vous appelait au gouvernement, vous n'accepteriez pas? D'abord, personne ne m'appellera au gouvernement. Ah bon? Comment ça? Comment pouvez-vous en être si sûr? Attendez, il y a des milliers de Béninois. Oui. Il faut bien des gens pour être ministre. Au moins aussi compétents, sinon même plus compétents que moi, pour un certain nombre de choses. Un universitaire de votre taille? Il y en a beaucoup. Je n'ai rien d'une exception. Oui, mais évidemment, il faut quelqu'un pour être ministre tout de même. Donc, Oui. vous, ce n'est pas votre aspiration? Non, non, absolument pas. D'accord. Aux livres sont très clairs, ça m'intéresse. Je parlais tout à l'heure de la formation. Abraham Zinouka a été élu à l'Assemblée nationale, député Oui. de la 8e législature. Oui. Quelques mois plus tard, on l'a vu quitter l'Assemblée nationale pour, dit-il, s'occuper de la formation des jeunes. Oui. Est-ce que c'est le parti politique qui avait exercé sur lui une pression politique pour pouvoir le faire démissionner? Comment est-ce que cela s'est passé? D'abord, Abraham Zinouka est dans le pays. Posez-lui la question, vous direz. Vous êtes là, Mais je ne vois pas parle de la pourquoi. formation des jeunes. Je ne vois pas en quoi le parti politique va exercer une pression sur Abraham Zinouka, qui, s'il n'en a pas envie, va démissionner pour ça. Pourquoi? Non, c'était volontaire. C'était volontaire. Comme il l'a dit. Pourquoi croyez-vous qu'un homme politique ne puisse pas dire la vérité, ne puisse pas dire ce qu'il pense? Je suis élu à une fonction. C'est vrai que je peux exercer cette fonction. Je m'aperçois que mon suppléant peut faire le travail. Je m'aperçois que dans la configuration politique actuelle, il est peut-être plus utile pour moi, je serai peut-être plus utile au parti dans une autre position. C'est le problème. Donc, c'est Je ne l'avenir vois de ce parti politique. Un homme politique peut être sage. Oui. Un homme politique peut décider de quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Un homme politique peut faire ça. Oui. Ce n'est pas une tare d'être un homme politique. Mais on entend souvent que la politique, c'est une question d'intérêt. Ça a changé au Bénin avec la réforme? Non, ça n'a pas changé avec la réforme. Bon. Mais c'est quoi l'intérêt? Ça peut être l'intérêt personnel. Oui. Ça peut être l'intérêt de voir se réaliser, de voir le Bénin devenir demain un pays prospère, un pays fort. Ça peut être ça. Et puis, pourquoi pensez-vous qu'au Bénin, il ne puisse y avoir que le pire et pas le meilleur? On a des hommes de qualité dans ce pays. On a des hommes capables de vouloir le meilleur pour ce pays. On a des hommes capables. Pardon. On a des hommes capables d'accepter de se sacrifier des intérêts immédiats pour ça. Oui, c'est possible ça. Donc il ne faut pas croire que, par définition, tous les hommes politiques. Il y a aussi en politique des gens qui ne se battront pour absolument. Mais des gens qui se battront, qui se diront, bon, il arrive un moment où je veux passer la main parce que j'ai autre chose à faire, parce que j'ai... Il y a des milliers de raisons pour qu'on abandonne un poste pour un autre. Ou pour pas du tout. Parce que lorsque ça s'est produit, certainement, avez-vous lu ou entendu au sein de l'opinion, même parfois des acteurs politiques qui se sont adonnés à des commentaires de tout genre, dans toutes les dimensions, suite à ce sujet que vient d'évoquer, la démission d'Abraham Zinouka du Parlement, qui a clairement dit devant la presse qu'il préfère s'occuper aux activités du parti politique, l'Union progressiste. Là où ça a encore enflé la polémique, c'est être député, ça confère des avantages. Lorsqu'on est au sein de l'Union progressiste, a-t-on autant les mêmes avantages pour vraiment laisser sa place de député à son suppléant, qui par ailleurs est un jeune, il faut le rappeler? Alors, il y a eu des tas de commentaires. Oui, évidemment.
Et il s'est trouvé des journalistes pour privilégier les commentaires à ce que l'acteur lui m'a dit. Abraham Zigny dit une chose. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que disent ceux qui l'ont vu dire ou entendu dire. Bon, on dit dans notre profession que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Donc. Tout à fait. Donc, il faut laisser à chacun la liberté de ses commentaires, mais il faut avoir la délicatesse de croire en l'homme politique qu'est Abraham Zigny. Donc la question des avantages, ça importe peu au sein de ce parti. Vous êtes arrivé à ce niveau-là aujourd'hui? Donc, vous pensez que l'engagement politique, c'est pour des avantages. C'est la question qu'il faut que les Béninois se posent. Le type de militant qui s'engage pour des avantages ne nous intéresse pas à l'Union progressiste. Nous ne pouvons pas dire une chose et faire une autre chose. On ne peut pas dire une chose et en faire une autre. Non, non, non. Le type de militant, ça existe ça. Hein? Oui. Ce type de militant ne nous intéresse pas. Celui qui s'engage pour des avantages, il ne nous intéresse pas. Parce que s'il s'engage pour des avantages, ce n'est pas un militant pour nous. Il n'est pas sûr. Il s'engage avec nous aujourd'hui, quelqu'un lui propose d'autres avantages supérieurs peut-être aux nôtres, il se partira. Il ne croit pas à l'idéal, il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de boussole. Nous voulons que, contrairement à ce qui se faisait, les avantages ne soient pas le socle du militantisme chez nous. Nous voulons que le projet de société, la vision que nous avons de ce pays, soit le socle. Donc ce n'est pas l'avantage qui est en cause. Alors, nous avons un... Et puis, oui. Vous savez, en termes d'avantages, oui. Si c'est ça, on n'en a jamais assez, hein? On est d'accord. On peut faire quoi alors? Hein? Parfois c'est relatif, hein? C'est relatif. C'est toujours relatif. Mais lorsqu'on raisonne avantage, on ne raisonne plus solidarité. On raisonne moi d'abord, oui. Moi seulement. Ça construit un pays, ça. On peut faire ça. Mais quand on a des enfants, quand on se dit citoyen d'un pays, on devrait pouvoir dépasser ça. Et je sais qu'au Bénin, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de dépasser ça. Peut-être que ce ne sont pas ceux qui sont les plus en vue. Mais je sais que dans tous les milieux, aussi bien le milieu politique, le milieu associatif, le milieu paysan, le milieu professionnel, etc. Dans tous ces milieux, il y a des gens qui se battent pour autre chose. Il y a des gens qui sortent de l'argent pour aider leurs frères, pour aider leurs cousins. Regardez dans nos villages de quelle solidarité sont capables nos paysans. On a des villages au Bénin où quand quelqu'un est en difficulté, l'ensemble du village, sachant qu'il est en difficulté, va cultiver sa terre pour lui. Ça ne se fait pas. Et ce que le paysan est capable de faire, l'homme politique se l'interdirait? Alors évidemment, chaque fois qu'un homme politique pose un acte qui va dans le bon sens et qui peut servir de leçon, qui peut... Est-ce indispensable d'en travestir l'explication de sorte que finalement... Non. D'accord. Alors, professeur Achille Mansoubodji, nous amorçons les dernières minutes de cette émission. Oui. En 5 minutes, on aura quitté ce plateau. Nous avons... en 2020, des élections locales, communales, municipales. En 2021, la présidentielle. 2 grands rendez-vous électoraux très importants pour un parti politique. L'Union progressiste, avec le nouveau modèle de militantisme qui est en œuvre
au sein de ce parti politique, entend aller à ces élections comment? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Comment? Comment est-ce que l'Union progressiste entend aborder ces rendez-vous électoraux, notamment en termes de paramètres liés aux campagnes électorales, et ainsi de suite? Est-ce que vos militants actuels seront prêts pour ces rendez-vous électoraux? Nous ferons ce qu'il faut pour qu'ils soient prêts. Nous allons nous battre pour qu'ils soient prêts. Nous allons les former. Nous allons les motiver. Nous allons travailler avec eux. Nous y pensons. Pour qu'ils ne fassent pas chanter des hommes politiques encore pendant les élections. Nos militants, ceux que nous voulons avoir comme militants, ne feront certainement pas ça. En tout cas, nous ferons ce qu'il faut pour dépasser cette étape-là. Il ne faut pas rester figé et penser que ce qui se fait doit continuer de se faire, surtout quand c'est mauvais. Si nous disons que c'est mauvais, nous ferons autrement. La question est de savoir, est-ce qu'on fait confiance aux Béninois ou pas? Moi, je suis sur ce plan un optimiste déterminé. Le Béninois est capable du meilleur. Est-il capable du pire? Ce n'est pas mon problème. Il est capable du meilleur. Comment je fais pour que ce meilleur s'exprime? Comment je fais pour avoir des militants qui ne voteront pas, qui ne vont pas hypothéquer leur avenir pour 5 000 francs ou pour un sac de riz? C'est ça ma préoccupation. Et dans ce contexte, au niveau du parti, oui, nous sommes dans la logique de la création d'une école du parti. Nous voulons aller plus loin. Mais aller plus loin aussi, c'est gouverner la cité, Oui. gérer la cité. Oui. Quelles sont vos ambitions pour ces élections-là aussi? Vous entendez peut-être positionner un candidat pour la présidentielle, mais avant ça, quelles sont aussi vos ambitions pour les élections locales, communales et municipales de 2020? Je vais commencer par le plus simple. Oui. Les élections locales et communales 2020, nous aurons des candidats. L'Union progressiste va avoir des candidats. L'Union progressiste, sur l'échiquier politique, veut être présent, veut exister. Et en fonction des résultats des élections, nous allons voir si ce qui est possible, ce qui nous sera sorti des urnes, et en fonction de ça, nous allons faire. Donc nous aurons des candidats. Alors, vous me dites, les présidentielles, elles sont loin, les présidentielles. Mais tout proche aussi pour les acteurs Elles sont politiques. proches aussi. Et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes un parti politique avec l'ambition affichée de prendre le pouvoir, mais pas à n'importe quel prix. Nous le prendrons de la meilleure façon possible, de la meilleure des manières. C'est-à-dire? C'est-à-dire sans avoir à acheter des voix, à acheter des consciences, sans distribuer de riz, sans distribuer... C'est ça, Les électeurs seront convaincus de ce qu'il fallait vraiment choisir votre candidat si éventuellement vous ne distribuez pas de l'argent, ainsi de suite. Ils seront convaincus parce qu'on a traîné ça pendant des années. Hein. C'est vrai qu'il faut clamer, peut-être réformer ça, mais il faut que les gens soient prêts, militants ou pas. Ils seront prêts. Pourquoi vous croyez qu'ils ne seront pas prêts? Pourquoi pas? Ils seront prêts. Ils seront prêts. Il faut faire ça. C'est pas là le véritable enjeu. Deuxièmement, Oui. lorsqu'on va à des élections, il faut rester ouvert à la discussion en faisant attention à ne jamais renier ses fondamentaux. C'est tout. C'est tout.
Oui, c'est aussi simple que ça. Il y a des partis politiques qui n'ont pas pu participer aux dernières législatives. Vous les exhortez à se conformer pour participer aux élections? Tout ce qui peut être fait Oui. pour que dans le cadre de la légalité républicaine, la totalité des Béninois participent aux élections mérite d'être fait. Et nous, à l'Union progressiste, nous souhaitons que dans le respect des tests, Oui. tous les partis participent aux élections. D'accord. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que pour contenter X ou Y, il soit forcément indispensable et utile de tordre le cou au test. Très bien. Parce que ça, c'est commencer à se renier. On sait quand on commence, on ne sait plus où ça s'arrête. Justement. Merci infiniment à vous, professeur Achille Massobodji, d'être venu partager avec nous ces moments d'échange, de réflexion sur le modèle politique béninois, ses déboires, ses perspectives, son évolution actuelle. Merci infiniment d'être venu. Aussi avec votre lampillon intellectuel, nous éclairer sur ces différentes préoccupations, ces grandes préoccupations. La question liée à notre système partisan est très vaste et on ne saurait même la développer au cours d'une seule émission. Merci et bon retour chez vous. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci infiniment d'avoir été là. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis tout au long de cette émission. C'est ici que nous clôturons justement ce numéro de votre émission L'Entretien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour de nouveaux sujets d'actualité. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.